En tant que notaire, du coup, tu vois qu'il y a une vraie reprise du marché ou pas? On entend tellement parler de crypto aujourd'hui que c'est certainement aussi le futur. Déjà, il faut savoir qu'en droit français, crypto-monnaie n'existe pas. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a comme invité Hugo Emmans. Il est notaire à Paris, il a son étude dans le 17e arrondissement. On va poser beaucoup de questions autour forcément du notariat, donc vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas à poser un maximum de questions, ce sera un plaisir de vous répondre. Ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'on va parler forcément d'immobilier, on va parler de fiscalité et un sujet qui nous intéresse énormément tous, c'est la crypto-monnaie. Donc je pense que tu es un des premiers notaires, enfin tu fais partie des précurseurs sur Paris qui fait de la crypto-monnaie, donc on a énormément de questions autour de ça. Merci d'être présent et de nous écouter également, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Pensez à vous abonner, à aimer, à commenter, surtout à commenter, comme ça va nous permettre aussi d'interagir avec vous. Hugo, on est enchanté de te recevoir aujourd'hui. Également, merci beaucoup de me recevoir, c'est vraiment très sympa de vous voir. Eh ben écoute, on aimerait bien un petit peu apprendre à te connaître, donc est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de qui tu es? Avec grand plaisir. En fait, moi, je suis un petit provincial. Je viens de Toulouse. J'ai fait une grande partie de mes études à Toulouse et je suis venu à Capitale, entre guillemets, finir mes études de notariat. Donc, au bout de 7 ans d'études, j'ai eu la chance de commencer à Paris. Alors, malheureusement, je suis arrivé pendant la crise de 2012-2013. Okay. Donc, c'était assez compliqué de trouver un emploi dans une étude. Et j'ai eu la chance de commencer dans des cabinets d'avocats. Et moi, j'aimerais revenir un peu sur la manière dont on s'est rencontrés. Parce que je trouve que ça reprend bien en compte ce qu'on disait sur la nouvelle génération. Pour moi, par exemple, je sais que les notaires, vous n'avez pas le droit de faire de publicité. Exactement. Vous n'avez pas le droit de promouvoir votre étude. Non, mais on peut promouvoir le notariat. Mais vous pouvez promouvoir le notariat, mais vous pouvez pas promouvoir votre nom, entre guillemets. Exactement. Et je trouve que la démarche dont on s'est rencontrés, pour moi, elle révèle tout le talent que tu as et surtout cette démarche, on va dire, qui est à l'écoute des gens et qui est commerciale et à la fois qui permet de faire du business. Tu nous as contacté très simplement sur Instagram, donc on s'est rencontrés. Ça a été une belle rencontre. On a tout de suite, il y a des sujets nous qui nous ont parlé. On va en venir après, mais des sujets qui sont très importants aujourd'hui. Et donc il y a eu cet échange. Et moi je pense que le rôle entre un agent immobilier et un notaire, il est indispensable. Moi je vois il y a certaines ventes qu'on a réussi à réaliser parce qu'il y avait une bonne entente. Exact. Et pour moi c'est la base vraiment du business, c'est-à-dire que c'est un métier tellement humain que le fait d'avoir une entente cordiale entre un notaire et une agence permet des fois sur des points de tension quand il y a une vente, parce qu'on gère des interlocuteurs différents, de trouver justement la bonne communication pour arriver à avancer. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, notamment comment on s'est rencontrés et quel est toi l'intérêt de travailler avec des agences que tu connais, parce que tu travailles avec beaucoup de monde, j'imagine, et quel est l'intérêt pour toi justement d'avoir un nom derrière... une tête derrière un nom quand tu travailles avec. En définitive, bon, surtout dans l'immobilier, une vente, c'est une relation de confiance où on a des parties qui ont des intérêts pas forcément concordants. Et justement, le notaire comme l'agent immobilier sont des consultants. On est là pour accompagner les personnes, pour mener à bien leur projet, pour leur permettre de réaliser leur vente ou acquisition dans les meilleures conditions possibles, en ayant un certain équilibre et surtout en proposant des solutions. Alors effectivement, il peut avoir des problématiques juridiques et c'est là où en fait le travail main dans la main du notaire et de l'agent immobilier est important, parce qu'il faut avoir une démarche proactive, il faut pouvoir trouver des solutions pratico-pratiques à des problèmes des fois juridiques, ou même il y a un côté humain qui est important et une psychologie importante. Donc on a besoin aussi de travailler d'une seule voix. Et chacun a sa spécialité. Moi, je suis incapable de faire de la négociation. Alors, je vois, il y a certains confrères qui y arrivent. Moi, j'en suis incapable. Mais je suis juriste, et enfin, comme tous les notaires. Et aujourd'hui, cette complémentarité est nécessaire pour faire aboutir un dossier de vente. T'es déjà arrivé d'ailleurs d'avoir des gens avec qui tu travailles et ça fait vraiment capoter la vente juste par un manque de communication? C'est arrivé.
C'est arrivé. On essaie toujours de travailler, d'avoir des solutions. Bien sûr. Nous, en tant que notaire, on est obligé d'être impartial, donc d'être parfaitement équitable et de trouver une solution équilibrée pour vendeur et pour acquéreur. Mais des fois, c'est une question d'humain. Il y a des personnes qui restent campées sur leur position et c'est compliqué de leur faire entendre raison. Donc oui, et à l'inverse, pas avoir de point d'achoppement. Et à l'inverse, est-ce que tu penses que il y a déjà des ventes qui se sont réalisées uniquement parce qu'il y avait tellement une bonne communication avec ton confrère, avec l'agence, avec un problème qui peut être important, mais tellement les gens ont mis de la bonne volonté que la vente s'est réalisée? Clairement, oui. Ouais. Clairement, oui, c'est 99% des cas. Hein. On travaille main dans la main avec les confrères. Alors, souvent, et à l'heure actuelle, chaque partie, vendeur ou acquéreur, a son notaire. Alors, le notaire est impartial. On fait serment, justement, quand on est nommé notaire, d'être impartial dans tous les dossiers qu'on instruit. Mais c'est vrai que les personnes ont plus confiance avec quelqu'un qu'elles représentent. Ça permet de limiter, parce que le notaire est humain, il y a des erreurs, même s'il engage sa responsabilité professionnelle. Ça permet de limiter les erreurs, parce qu'il y a une double vérification forcément du dossier. Oui, bien sûr. Et le vendeur comme l'acquéreur sont beaucoup plus en confiance, parce que ils sont protégés par, entre guillemets, même si on est impartial toujours, ils sont protégés par leur propre... non, mais c'est vrai, enfin, nous, on le ressent. Surtout, ça coûte pas plus cher. Ouais. Voilà, ça c'est important à dire. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'un notaire peut faire également de la transaction? Parce que tu as quelques notaires sur Paris qui fait de la transac. Exact. Et qu'est-ce qui est réclamé en fin de compte à un notaire pour qu'il puisse faire? Parce que tout le monde, il y a aussi beaucoup de notaires qui veulent pas en faire. Hein. Donc je pense qu'il y a des raisons aussi à cela. C'est une appétence. C'est plus une appétence pour le sujet. Moi, à titre personnel, je n'ai pas les capacités pour faire ça. Je te vois tellement faire pourtant. On fait de la négociation juridique dans les dossiers, mais de la négociation, de l'évaluation. Quoi, oui, au bout d'un moment, on arrive à avoir une idée du marché parce que ça fait un moment qu'on l'exerce. On arrive à avoir à savoir combien coûte environ un bien à tel secteur. La différence entre l'estimation et la vente. Exactement, et puis la négociation commerciale. Bien sûr. Mais moi, je me souviens. Un autre métier. Moi, je me souviens d'une anecdote justement de mon dernier dossier. J'en parle tout le temps, mais parce que vraiment, il m'a tellement servi sur beaucoup d'exemples. Mais lorsque mon client m'a demandé de faire une estimation et qu'il a demandé également à son notaire, parce qu'il faisait de la transaction, de faire une estimation, le notaire, ce qui m'a sauvé, c'est que le notaire a évalué très bas le bien immobilier. Et ce qui m'a permis, alors en tous les cas, moi, ce qui m'a permis de défendre mon estimation et de la prendre un peu plus cher, et on l'a vendu du coup au prix. Mais c'est vrai que mon client, l'argument, c'était pas tant l'estimation hein, qui m'a sorti, c'était vraiment que il me disait voilà, chacun son métier. Et c'est vrai que du coup, toi, t'en penses quoi en tant que notaire justement? Certains confrères effectivement qui font de la négociation et qui font appel qui embauchent des négociateurs. Oui. Donc ces négociateurs ont une connaissance du marché. Bien sûr, ouais. Effectivement, le notaire peut avoir des clients qui cherchent à vendre des biens immobiliers dans le cadre de succession, séparation ou autre. J'ai pas vraiment d'avis sur la question. Moi, je préfère, je sais, moi, ce qui me concerne. Ce que tu connais. Je sais ce que je sais faire et voilà, je sais. À l'inverse, il y a des agences où ils systématisent la promesse de vente, c'est-à-dire elles sont signées quoi qu'il arrive en agence. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à préférer quand c'est signé chez le notaire parce que encore une fois, chacun son métier. Ça rassure, je trouve. Alors c'est pas, je pense que juridiquement quand même, ça vaut quelque chose. Voilà, exactement. C'est un acte, mais c'est pas parfait. Et justement, l'avant-contrat, c'est un acte avant important. Exactement, c'est ce qui met toute opération sur les rails. C'est là où on fixe les délais, c'est là où on fixe ce qui va se passer entre la promesse ou le compromis et la vente. C'est vrai, par exemple, une condition suspensive de crédit mal rédigée, ça peut être le catastrophe. Mais oui, mais c'est pour ça, moi, je suis plutôt rassurée, tu vois. Tes clients, quand tu les as, tu leur donnes ton portable. Moi, je sais qu'il y a eu un dossier qu'on a traité ensemble où, bon, déjà, ta réactivité, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais incroyable. Mais au-delà de ça, moi, je sais que mon client m'a fait un retour en me disant, génial le notaire. Je l'ai contacté à 21h, à 21h30. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Alors, je dis pas, faut pas tout le temps contacter le notaire à des heures pas possibles, mais j'ai aimé ce côté, je suis disponible, j'ai un dossier à traiter, je suis là jusqu'au bout. Et je trouve que en termes d'accompagnement, quand, en fait, l'achat ou la vente d'un bien, c'est tellement
capital parce que c'est une des plus grosses étapes de la vie. C'est son patrimoine généralement qui est remis en question. Donc cet acte, il est tellement important qu'avoir de l'écoute et de la réactivité, c'est soulageant en fait. Et moi, je pense que c'est une des choses les plus importantes. Bien sûr, le juridique, faut s'y connaître. Mais ce que je veux dire, la réactivité, pour moi, ça reste aussi un élément phare. Exactement. Ouais. Il y a de plus en plus de notaires qui le font. Et le notariat s'oriente plus aujourd'hui vers un métier de consultant, conseiller au mieux les clients sur, par exemple, notamment une vente d'anciens. Les situations ne sont pas parfaites. Il y a toujours des petites subtilités, des petites problématiques, des petits problèmes dans les copropriétés ou autres. Les câbles qui sont pas les bons. Ouais, voilà, les broyeurs. Et d'ailleurs, c'est un peu Voilà, l'idée, c'est d'informer les clients, d'informer les acquéreurs et vendeurs sur l'état de la législation, parce qu'on est là pour assurer quand même une mission de vérification de la légalité de l'opération et surtout du conseil. Et comment tu risque voilà, pour une de tes questions, mais c'est pas grave. Quelle est, selon toi, vraiment la différence entre un notaire et un avocat? Ça m'intéressait bien aussi cette question. Alors, c'est vrai que on l'a souvent opposé dans le passé, le notaire et l'avocat. Alors, historiquement, le notaire est officier ministériel, il est nommé par le garde des Sceaux, il représente aussi une délégation de l'État, il établit des actes, ce qu'on appelle authentiques, qui ont la même force qu'un jugement. Donc c'est pour ça que par exemple quand vous prenez un bail fait chez un notaire, il a force exécutoire et vous pouvez aller voir un commissaire de justice pour récupérer vos loyers. Ouais. Alors contrairement à l'acte d'avocat, alors maintenant qu'il commence à avoir un peu plus de poids avec l'acte contresigné, mais c'est vrai que le notaire vérifie la capacité des parties, il vérifie la légalité de leur opération et leur consentement et il engage de sa responsabilité professionnelle sur ça. Et l'acte de notaire, l'acte authentique, a beaucoup plus de poids. C'est un des actes. Enfin, c'est l'acte avec le jugement qui a le plus de poids dans la hiérarchie juridique en France, dans les conventions. Voilà. C'est clair. Voilà. C'est marrant, c'est un peu les mêmes approches avec notre métier, je trouve, dans l'approche humaine, dans la stratégie, quand tu parles de stratégie. C'est du conseil. Ouais. On est là pour conseiller les gens et les aider à mener à bien leur opération. Alors c'est vrai que le notaire a des prérogatives. C'est par exemple une vente, c'est obligatoirement chez un notaire. Une donation, c'est obligatoire. C'est la question que j'allais poser, donc c'est obligatoire, ça se fait par un notaire. Pour tout ce qui est normalement inscription sur le fichier immobilier et pour permettre la publicité, parce que c'est bien de signer avec un vendeur, mais il faut que tout le monde soit au courant qu'on est propriétaire. Donc on a une publicité aux yeux de tous, et c'est une des forces aussi du système juridique français, d'avoir ce système de publicité et d'opposabilité à tout le monde sur son droit de propriété. En termes de fiscalité, qu'est-ce que tu pourrais apporter à nos auditeurs sur comment faire pour gagner pas plus d'argent, mais en tous les cas pour faire en sorte d'en garder un maximum? Alors, quand on se place dans le cas d'une vente, on est dans le cas d'un achat ou d'une vente. Tout dépend du projet, parce que si c'est pas la même chose d'acheter pour sa résidence principale, d'acheter en vue de transmettre à ses enfants, d'acheter un investissement locatif, donc c'est vraiment du sur-mesure. On étudie le projet, on essaye de trouver la fiscalité la plus adaptée à la personne. C'est vrai que le notaire a toute cette consultation préalable. Pareil pour le vendeur, il y a une consultation préalable pour savoir quelle sauce il va être mangé en termes de fiscalité sur la plus-value, par exemple. D'accord. Parce que aujourd'hui, on a quand même des incertitudes fiscales. Alors, ça s'est un peu aplani avec la loi de finances 2025, mais il y a eu beaucoup de discussions avec des remises en cause, par exemple, des exonérations pour la résidence principale qui étaient annoncées. Là, pareil, on a des questions d'augmentation de droits de mutation. Qui ont été prévus. On est en plein dedans, donc il y a des exonérations qui sont possibles, donc notamment par rapport aux primo-accédants qui peuvent rester sous l'ancien taux, mais avec plusieurs conditions. Bien sûr. Donc tout est possible. Ouais, en fait, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. C'est-à-dire là, tu peux pas donner forcément un conseil. Mais par exemple, c'est vrai que des honoraires de négociation charges acquéreurs. Ouais, bien sûr, ça permet de sortir, parce qu'il faut savoir que les droits de mutation pour l'acquéreur sont assis sur le prix de vente. Bien sûr. Forcément, si les honoraires de négociation sont payés par l'acquéreur, le prix de vente n'en tient pas compte. Donc, et c'est marrant ça parce que déjà d'à peu près 7-8. C'est pas anodin. Bah oui, c'est pas anodin. Un peu plus de 6,50%. Et ça, c'est bien d'ailleurs de l'expliquer parce que notamment avec les clients étrangers, moi j'ai eu le cas, parce qu'on vend pas mal à des étrangers, et dernièrement sur une grosse vente, et en fait les clients comprenaient pas
pourquoi c'était à la charge d'acquéreur. Bien sûr, on leur a expliqué, mais ils avaient du mal à comprendre parce que c'est que dans certains pays, c'est pas du tout la norme. Mais en fait, ils ont pas pu. Ouais, c'est ça. Ils comprenaient pas. Ils avaient l'impression que c'était en plus, alors que c'était compris dans le prix qu'ils avaient fait. Mais ils avaient pas très bien compris. Et c'est vrai que c'est un vrai gain financier. Oui, tout comme à inclure du mobilier vendu avec l'appartement. Bon, c'est vrai que il faut justifiable, bien que sûr. ça soit justifié à l'aide de factures. Il y a un amortissement qui se fait. C'est certain que si vous avez des meubles qui ont plus de 20 ans, bon, en principe, ils valent plus grand chose. Donc effectivement, il faut quelque chose de raisonné, mais effectivement, les taxes, les droits de mutation sont calculés sur le prix de l'immobilier, non du mobilier. Bien sûr. C'est vrai qu'on s'intéresse à la crypto-monnaie. Déjà, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la crypto-monnaie et quels sont ses avantages et comment toi tu vois les choses du coup en tant que notaire, parce que tu en fais dans le cadre d'un achat. Dans le cadre d'un achat, ouais, effectivement. Nous, on a beaucoup de clients qui nous posent la question. Mais ils sont pas encore prêts, on n'en a pas vraiment qui sont encore prêts. On a beaucoup de clients qui veulent acheter avec un portefeuille de crypto, ou des vendeurs qui ont un portefeuille de crypto et qui nous disent est-ce qu'on peut vendre et percevoir une partie en crypto. On entend tellement parler de crypto aujourd'hui que c'est certainement aussi le futur. Et donc voilà, on pose la question. Oui, et est-ce que l'État peut taxer également ou peut geler de la crypto-monnaie? Peut geler comme n'importe quel avoir. Alors déjà, il faut savoir qu'en droit français, crypto-monnaie n'existe pas. Ce sont des crypto-actifs parce que l'administration, juridiquement, on peut pas considérer que c'est une monnaie. Alors ça pourrait être considéré comme une devise étrangère parce qu'il y avait certains pays comme le Salvador, par exemple, qui l'avaient adopté comme monnaie nationale. Ah oui? Ouais. Mais ce n'est pas une monnaie, donc c'est un actif numérique. Un actif numérique qui est incorporel, qu'on peut pas toucher, un peu comme des actions. Donc c'est un bien, comme une feuille de papier, c'est un bien meuble. La question, c'est effectivement, il y a certains notaires qui ont commencé à faire des opérations. Il faut déjà un prérequis, il faut que le vendeur et l'acquéreur soit d'accord pour que l'opération se fasse en crypto. Alors, il y a plusieurs solutions pour un acquéreur qui souhaite faire un achat en crypto-actif. Il y a qui existe aujourd'hui. Il y a par exemple le fait de convertir en fiat. Le problème, c'est que ça entraîne le paiement. Non, le problème, c'est que ça déclenche le paiement de la flat tax. Oui. Il y a d'autres solutions qui sont proposées, qui viennent d'être proposées par certains avocats, notamment sur d'autres solutions. Par exemple, on pouvait tout à fait imaginer un crédit lombard fait par une société, par une banque étrangère, avec adossé en collatéral sur des cryptos. Donc, c'est-à-dire, on apporte ces cryptos à la banque et la banque prête l'équivalent en euros. En fait, c'est la banque quelque part qui porte garant un peu de la solvabilité, quoi. Alors, de la solvabilité, mais c'est surtout que en faisant ça, on transfère pas les cryptos. On transfère des euros, on déclenche pas, on emprunte des euros. Donc, on déclenche pas le paiement de la flat tax. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le paiement de la flat tax. C'est ça. Quand on est un acquéreur, on a les droits de mutation, donc ce qu'on appelle vulgairement les frais de notaire. Mais surtout, si on veut payer en crypto, ça déclenche le paiement de la flat. Alors, on est en train de réfléchir à d'autres solutions d'autres montages qui permettraient d'éviter ce paiement. D'accord. Mais là, en fait, pour bien comprendre, demain, je suis acheteur, j'ai des cryptos. Je fais une proposition. Le bien, il est, admettons, à 1 million d'euros et je dis, voilà, je vais payer 800 000 de l'argent que j'ai en compte courant et 200 000 de valeur plus ou moins de crypto. Comment ça se passe au niveau de la promesse de vente, au niveau du juridique pour encadrer tout ça? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est encore un peu compliqué pour être clair? Non, c'est possible. C'est possible, tout simplement dans la promesse de vente. Effectivement, il peut avoir un délai assez long. Donc, on prévoit dans tous les cas un prix payable en euros. Donc, ça, c'est un prérequis parce que 1 million d'euros. Exactement. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale veut ne se payer qu'en euros. Bien sûr. Oui, puis c'est ce que tu me disais tout à l'heure, parce que quand je te posais la question, si jamais la crypto chute ou augmente d'un coup, t'as toujours l'équivalent, c'est ça. Vous avez tout anticipé, en fait. Exactement. Aujourd'hui, les notaires n'ont pas la possibilité de recevoir sur ce compte des crypto-actifs. Même si la CDC en reçoit, notamment quand il y a des saisies réalisées par la GRASC, les notaires n'ont pas cette possibilité-là. Donc, ce qui se passe, c'est que on a besoin quand même de garantir le vendeur et l'acquéreur, qu'il y a un transfert. Donc, on a toute une solution, notamment avec des établissements bancaires de confiance, qu'on va... Donc, ça passe en fait par un système bancaire. La fiscalité est calculée sur les 1 million d'euros, donc au niveau de l'État et au niveau de la Sécu. Enfin,
juridique, tout est cadré. Et par contre, les 200 000 euros, on va dire plus ou moins de valeur crypto, passent en fait généralement par une banque. Mais une banque classique, toutes les banques sont habilitées à... Alors, toutes les banques qui ont un agrément PSAN, D'accord. qui sont habilitées à gérer par la D'accord, AMF. c'est les banques généralement qui sont en France. Celle-là, c'est une banque en France, par exemple. Donc c'est complètement encadré et c'est sécurisé. Exactement, parce que pendant un temps, il y avait aussi toute une question de lutte contre blanchiment d'argent et financement du terrorisme. On a des vérifications maintenant beaucoup plus poussées avec sur l'origine. On arrive à remonter très loin sur l'origine des cryptos. J'allais poser la question aussi. On a des vérifications qui sont possibles parce que justement, le principe de la crypto, vulgairement de la crypto-monnaie, c'est une inscription sur une blockchain. Et la blockchain, en fait, c'est un registre qui est infalsifiable. C'est le but. Et on arrive à remonter tout le long de ce registre. Des fonds pour être sécurisé et tout ça. Bon, on l'arrive et tu sens que tous les notaires sont préparés comme ça à la crypto-monnaie ou non. Alors, de plus en plus, hein, il y a des commissions. C'est un sujet qui le notariat s'est saisi assez rapidement. Il y a des commissions justement sur tout ce qui est numérique et alors, par exemple la Chambre de Paris s'est orientée aussi vers l'IA générative, mais c'est des questions qui effectivement sont sensibles parce qu'aujourd'hui beaucoup de Français détiennent un portefeuille de crypto. Alors, on parlait de la vente, mais par exemple, on peut parler aussi, qu'est-ce qui se passe quand on décède, parce que aujourd'hui, on voit l'âge moyen des détenteurs de crypto actifs, c'est 30, 40 ans. Mais un jour, ils vont décéder. Il faut organiser la transmission. Autant pour les comptes bancaires, l'État français a possibilité à un registre qui permet de répertorier tous les comptes d'un défunt. Autant pour les cryptoactifs, ça n'apparaît pas encore. Donc, il faut pouvoir transmettre à ses enfants, dire, voilà, j'ai un compte qui est à tel endroit ou un ledger sans vouloir faire de pub, un cold wallet qui est situé à tel endroit, la clé de secours c'est ça. Voilà. Je vais te poser quelques questions concernant nos auditeurs qui nous posent de manière plus générale. Donc là, on va quitter la crypto-monnaie. Ils aimeraient savoir, donc j'ai une question, lors d'un achat immobilier à deux, quelle est l'importance du Pacs ou du mariage? Alors, le Pacs et le mariage sont deux choses complètement différentes. Il faut remettre le Pacs aussi dans un contexte. Initialement, les couples homosexuels ne pouvaient pas se marier en France. Donc, on l'a essayé de trouver quelque chose, un système juridique qui se rapprochait du mariage. Et c'est là où le Pacs a été créé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En 99 de mémoire. Oui, alors que c'est pas utilisé que par la communauté homosexuelle. C'est plus des couples hétérosexuels qui, de ce qu'on voit au niveau des statistiques. Et maintenant, on a le mariage qui est ouvert pour tous, heureusement. Et voilà, c'est vrai que on l'a essayé de faire un copier-coller du mariage. Alors avec ses imperfections, parce qu'on l'a essayé d'utiliser des outils juridiques qui existaient, de les bidouiller pour s'en approcher. Ce n'est pas parfait. C'est vrai que le mariage offre beaucoup plus de sécurité, de protection, notamment en cas de décès d'un des conjoints. Bon, déjà, je pense aux pensions de réversion de retraite, même si la retraite, c'est un sujet qui est un peu complexe, qui sera très complexe, je pense, dans les prochaines années. Le mariage permet une réversion de la retraite au conjoint survivant, alors que le Pacs ne permet pas. Ah oui, donc c'est pas exactement les mêmes... C'est pas exactement les mêmes choses. Par exemple, le Pacs vous permet d'être exonéré également de droits de succession sur les biens que vous recevez de votre partenaire. Mais il vous donne pas la qualité d'héritier, contrairement au mariage, qui, de par la loi, vous donne la qualité d'héritier. D'accord. Moi, je pensais que c'était exactement pareil. Un héritier réservataire, c'est-à-dire que dans certaines situations, vous avez le droit en tant que conjoint survivant à une part incompressible du patrimoine de votre conjoint. D'accord. Et moi, on m'a toujours dit, on peut pas déshériter un enfant. J'aime mes enfants, je tiens à le préciser à tous, mais j'avais entendu ça. On peut pas déshériter un enfant. En français, exactement. Alors non, ça c'est même avant, ça date depuis 1804, depuis même la création du Code civil, où les enfants ont droit à une partie incompressible du patrimoine de leurs parents. C'est ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Et justement, on va regarder au jour du décès ce qu'a fait le parent et s'il s'est dépouillé volontairement, notamment avec des donations. Et effectivement, on va réunir le patrimoine tel qu'il aurait dû exister sans ces donations. Moi, j'ai une question qui a rien à voir, qui est un peu marrante, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, au long de ta carrière, de faire une vente et de réaliser au moment, plutôt de découvrir au décès d'une personne que cette personne a une double vie
des héritiers cachés ou ce genre de choses? C'est sûr. Ah, ouais, un cas qui m'a un peu touché. Alors, je peux pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y en a, Bien c'est sûr. soumis à confidentialité, mais c'était une dame qui était décédée. C'était dans le cadre d'un dossier de succession qui était décédée. Elle avait 3 enfants, dont une fille aînée, qui s'appelait, je changeais les prénoms forcément, qui s'appelait Elisabeth. Et à la fin de sa vie, cette dame avait Alzheimer et appelait sa fille aînée Christine. Et donc, bon, c'est vrai qu'il y avait quelques questions. La personne décède et les héritiers viennent voir le notaire. Là, on fait une recherche et on constate que madame avait été mariée et surtout divorcée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on récupère le jugement de divorce et dans le jugement de divorce, on se rend compte Un enfant? que la garde de l'enfant mineur est attribuée aux grands-parents paternels. Et alors, donc on part sur la piste de cet enfant mineur. On n'avait pas le nom. L'enquête. Donc on fait appel à des généalogistes qui nous ont aidés à faire une enquête et on est tombé sur cette Christine. Ok. Qui avait. Ça a dû arriver souvent en plus à cette époque comme ça. Enfin souvent, je m'entends, mais. Alors, là c'est involontaire, mais c'est vrai que la mère en fait avait coupé tous les liens depuis le divorce. Les enfants étaient au courant de rien. Personne n'a été au courant de rien. Et donc les enfants ont rencontré leur demi-sœur aînée chez le notaire, alors que les personnes avaient plus de 60. C'était comment? C'est un peu spécial, oui. Ah ouais. Ouais, c'est un peu spécial. Après, c'est la vie, mais c'est la vie. Après, des personnes qui ont une double vie, c'est possible, hein. C'est possible. Mais la question était innocente, on est d'accord. Hein. Ouais, je te rassure. Je te rassure. On se renseigne comme on peut. Hein. Alors, il faut savoir que les couples, avant, les enfants nés en mariage avaient moins de droits que les enfants nés du mariage. Maintenant, c'est pareil. C'est pareil. Ils ont les mêmes droits. Et effectivement, quand on prive les enfants pour des enfants qui auraient été oubliés dans le cadre d'une succession, peuvent même au bout de 29 ans, jusqu'à 30 ans, réclamer une partie de l'héritage. Je m'apprends quelque chose aussi. Par exemple, on a eu des cas où dans des successions avec des familles recomposées, et là je pense notamment en 1900, j'ai eu un cas en 1960, où dans le partage avait été oublié volontairement des parts d'une société qui détenait des immeubles. Et en définitive, là, même dans ce cadre-là, l'enfant, il y a une action qui est imprescriptible, c'est-à-dire que même 100 ans après, l'enfant aurait pu réclamer, ou ses héritiers auraient pu réclamer des droits sur ces parts de société, par exemple. Ok. Et tiens, comme on parle d'enfants, j'ai de la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce que on peut vendre un appartement ou léguer un appartement pour 1 euro symbolique à son enfant? Non, c'est considéré comme une donation indirecte ou déguisée même. Donc, taxation avec majoration. Tu peux rappeler justement quel est le montant qu'on peut donner sans être imposé tous les 10 ans à son enfant? Alors, pour donner aux enfants, on a des abattements fiscaux, c'est-à-dire qu'on peut donner jusqu'à un certain montant sans être taxé. Après, on peut donner plus, mais on sera taxé. En ligne directe à chaque enfant, par chaque parent, on peut donner 100 000 euros tous les 15 ans. Et je crois que les grands-parents aussi maintenant. Alors, les grands-parents peuvent donner 31 865 euros. Et ces 31 865 euros, c'est un autre abattement qui peut être utilisé. C'est ce qu'on appelle la donation Sarkozy, qui avait été créée à son époque, mais qui porte cette fois que sur des sommes d'argent. Alors, il y a plusieurs conditions, notamment par rapport aux âges des... Tandis que les parents, ils peuvent... Et la valeur, c'est ça? C'est 100 000 euros. C'est surtout les 100 000 euros, ça peut être sur du mobilier, sur du matériel. Voilà. Et c'est par parent. C'est par parent à chaque enfant. Par exemple, on a 2 enfants, 2 parents. On peut donner déjà 400 000 euros sans payer de droits par les 2 parents, plus 64 000 fois 2. Donc à chaque 64 000 euros à chaque enfant, mais en monétaire, en euros. Clairement, c'est plus intéressant de faire des donations de son vivant. Exactement. Que d'attendre le décès, et que là il y a des droits de succession. Des droits de succession, voilà, à régler, qui vont être beaucoup plus importants que s'ils avaient utilisé justement ce système de donation. Alors à plusieurs titres, effectivement, parce que quand on fait une donation, déjà en droit français, la propriété peut être ce qu'on appelle démembrée. On peut séparer l'usufruit et la nue propriété. Comme comme si on avait 2 briques de Lego et qu'on les parents conservent l'usufruit, c'est-à-dire le droit de percevoir les loyers, l'utilisation du bien
pendant toute leur vie. Exact. Et les enfants, la nue propriété, le cœur du droit de propriété, mais qui n'est valable que quand l'usufruit s'éteindra, donc au moment du décès de leurs parents. C'est bien de vouloir aider ces enfants, donc il y a ces mécanismes de donation, il y a les mécanismes d'assurance vie qui permettent d'aider les enfants également. Il y a les présents d'usage, des cadeaux qui sont faits à l'occasion de, par exemple, de fêtes comme Noël, d'autres fêtes religieuses, ou des événements marquants, obtention d'un diplôme, des fiançailles. D'accord. Où on déconseille aussi de donner sur la résidence principale. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie est de plus en plus importante et chez les Français, tout du moins, l'essentiel du patrimoine, c'est surtout la résidence principale, surtout avec les valeurs de l'immobilier comme on les connaît en Île-de-France. C'est pour ça, se déposséder de sa résidence principale, ne sachant pas comment va être sa fin de vie, les établissements de santé c'est dangereux. coûtent très cher. On voit des EHPAD où en moyenne c'est 5 000 € par mois. C'est très cher. Donc s'il faut se conserver, il faut penser à soi aussi et à penser à la fin de sa vie. Bien sûr. Donc il faut éviter, c'est bien de vouloir donner. De se démunir de son patrimoine. Exactement. Tu conseillerais quoi d'acheter plutôt dans l'ancien ou dans le neuf? C'est un vaste sujet. Il y a plusieurs. Déjà, comment se porte le neuf aujourd'hui? Alors, je pense pas très bien. Ah Ça a été une période assez compliquée. Et puis là, je pense que ça va risquer en vue des élections de 2027. Je pense que ça va continuer à être. Moi, j'avais l'impression que ça reprenait. Ça reprend un petit peu, mais je pense que c'est un peu difficile déjà. Enfin, on essaye en tous les cas de reporter le neuf dans quelque chose de séduisant. Donc. Oui. Après, il y a eu beaucoup de dispositifs fiscaux. Ils commençaient au moment de Cellier, le Périsol, le Pinel, le Duflot, etc., qui ont ainsi... Ils sont usés un petit peu. Voilà. Là, le Pinel, on a eu le Pinel Plus, mais qui, pareil, a une durée de validité. Aujourd'hui, on n'a pas de nouveau dispositif fiscal qui est proposé. On a des opérations avec des permis qui sont de plus en plus compliqués à obtenir. De ce que je vois en retour d'expérience de clients, vous avez beaucoup de clients déchantent de leur investissement dans une... Ouais, pour un investissement. Mais t'as même des pour de l'investissement qui finissent pas, quoi. En fait, c'était vers le 14e. Je sais plus, mais c'est une période difficile. Ouais. C'est vrai que il y a eu le coût de la construction qui a explosé. Très, très dur. Il y a eu l'inflation et il y a eu des taux qui ont augmenté. Donc, ça veut dire que le pouvoir d'achat des gens a diminué totalement. Et ils ont été impactés de plein fouet, quoi. Je pense que oui, ça. Et puis ils n'ont pas été énormément soutenus d'ailleurs. Je suis d'accord. Ah oui, non. Par exemple, la CDC a acheté justement via sa filiale CDC Habitat avait acheté pas mal de lots à des promoteurs. Je crois il y a 2 ans, il y a eu 12 milliards qui ont été utilisés. Ça reste toujours des gros volumes, donc oui, pour pouvoir. Mais effectivement, il y a un attrait beaucoup moins important pour le neuf. Moi, ce que je vois aussi quand des clients viennent me voir pour revendre leur investissement dans le neuf, compliqué. Déjà, ils revendent à perte. Alors certes, il y a eu une économie d'impôt, mais l'actif qu'ils ont acheté à l'époque de la valeur sur plan a perdu de la valeur. Ils n'arrivent pas à trouver de locataires. Il y a des vacances locatives qui sont importantes ou un manque d'acheteurs parce que tout simplement, ils sont dans des secteurs. Il n'y a pas vraiment souvent, tout le monde en vend plus ou moins en même temps parce que tout le monde a acheté plus ou moins en même temps. C'est ça. Donc, ça veut dire il y a une offre qui devient conséquente du jour au lendemain sur une zone où il n'y a pas une demande énorme, quoi. Exactement. Et même en termes de qualité de construction, alors je m'y connais pas, je suis pas maçon ou professionnel du BTP, mais ce que je vois dans les dossiers lorsque j'instruis justement ces dossiers de revente, c'est que souvent de plus en plus, l'assurance de dommage ouvrage qui est souscrite par le promoteur est mise en œuvre suite à des malfaçons. Ah oui. Et c'est vrai que l'ancien a un attrait beaucoup plus sympathique, d'autant plus qu'on a des dispositifs fiscaux comme le Malraux dans l'ancien, qui peuvent être utilisés aussi. Et puis, il y a un charme. Et puis, t'as la valeur. Il y a un charme, c'est vrai. Il y a un emplacement. Ouais, t'as l'emplacement qui est toujours... oui, puis tu peux marger... tu peux peut-être dégager même encore plus une maîtrise économique. C'est pas des programmes qui ont été créés pour constituer des micro-secteurs. Là, c'est déjà existant. Il y a ça. Il y a le charme, clairement. Je suis d'accord. Et puis, que les gens n'achètent pas que par aspect financier. Même quand ils achètent pour quelque chose de financier, ils regardent la marge. Je pense ils regardent je sais pas. Non, dans l'ancien, je parle. Oui, même dans l'ancien, moi, je vois mes acheteurs. Il n'y a pas une fois où ils me demandent systématiquement
est-ce que le jour où je vais revendre, je vais perdre de l'argent ou pas? Enfin, c'est vraiment, Ben oui. je pense, un des éléments clés de l'achat immobilier, c'est de pas perdre d'argent. Oui, mais ils savent que dans l'haussmanien, par exemple, c'est quand même sur les 20 quelque dernières chose années, qui se dévalue pas, quoi. Oui, alors on a connu des petites bestes, mais Ouais, mais c'est juste c'est entre reste, 5 et 10%, par exemple, à Paris, mais il y a Mm. des villes qui ont perdu beaucoup plus. Et j'ai une question en tant que notaire, du coup. Toi, par rapport à ta vision des choses, tu vois qu'il y a une vraie reprise du marché ou pas? Comment tu vois Moi, les choses? concernant, oui, je vois effectivement qu'il y a un retour Ouais. des investisseurs, déjà pour l'investissement locatif, où il y a une vraie demande, il y a un retour des professionnels avec beaucoup de marchands qui redeviennent très actifs. C'est vrai, nous aussi, on le voit. D'ailleurs, Toi, tu le vois beaucoup, en tous les là, cas. on l'a vu passer il y a quelques jours l'opération de 6 trucs sur l'île aux Chirac, exceptionnel. qui est magnifique. Exceptionnel. Oui, il y a un retour des marchands sur le marché immobilier et puis surtout des particuliers. Alors, on l'a des particuliers, on l'a eu beaucoup d'Américains parce que le dollar était très C'est fort. Peut-être que là, ça, c'est plus ça. On a beaucoup d'étrangers, hein. Ça s'est calmé. Énormément d'étrangers. Ouais. Enfin, là, nous, Ouais. vraiment, on a l'impression, enfin, c'est pas une impression, on vit un marché presque avant Covid, c'est-à-dire dynamique, beaucoup plus de sécurité. Alors, on sait que ça peut être instable et que on a peut-être eu un vent très positif ces dernières semaines, et tant mieux. Non, on reste prudent, mais en Voilà, tous on les cas, reste ça prudent, part. mais par contre, on sent qu'il y a une forte demande, très forte Ah oui, demande. c'est ça. Même nos commerciaux, ils nous le Ouais, disent, hein, le ça téléphone, bouge il bien. sonne tout le temps, ils sont tout le temps en visite, ça rentre C'est génial. bien. Donc, c'est pour ça que j'étais curieuse aussi d'avoir ta vision, parce que Ouais. nous, on est dans notre bulle, mais Bah, nous, on arrive en tant que notaire, on arrive souvent quelques semaines après. Ouais, c'est ça. Un mois oui, et mais demi t'as après. exactement le décalage. global, on va Mais dire, nous, il y a avec un des marché confrères qui à reprend. nous. Alors, il y a eu plusieurs causes à ça. Par exemple, pour les particuliers français, il y a eu la baisse des taux d'intérêt oui, bien depuis sûr. Bien sûr, ça octobre. aide énormément. Ça a aidé. Alors, on a l'impression que ça. Un point sur un Exactement. an, donc c'est énorme. Bah, alors après, est-ce que aujourd'hui les taux vont pas remonter parce que justement les émissions obligataires des États sont plus intéressantes pour les investisseurs? On a d'autres interrogations. On a un marché de boursier qui est complètement instable. Oui. Mais donc beaucoup d'opérateurs boursiers s'orientent vers des marchés plus stables comme des matières premières comme l'or ou comme l'immobilier en Europe. Tu penses que la situation géopolitique joue un rôle ou pas par rapport au marché français, parisien? Ouais, je pense vraiment. Je pense vraiment que ce soit les investisseurs étrangers. Alors là, l'avenir nous dira. Par exemple, les Américains, là, le dollar est en train de chuter lourdement. Moi, j'ai un bon exemple. Hein. J'ai des clients qui habitent aux États-Unis en ce moment, des clients fortunés, qui me sollicitent pour faire une acquisition sur Paris par sécurité. Et ils ont déjà transféré non, pas encore. Parce que là, comme le cours du dollar... non, pas encore. Mais je sens le téléphone sonne plus de clients qui peut-être pas forcément que pour des raisons financières. Hein. D'ailleurs, ça, je pourrais pas le dire puisqu'on n'est pas rentré dans les détails plus que ça. Mais je sens qu'il y a un attrait un peu plus important pour revenir sur Paris ou en tout cas acheter un bien à Paris. Quoi. Je le sens aussi hein, par rapport à des étrangers comme des Canadiens ou des Américains, notamment qui voudraient passer leur retraite en France. Bon, il y a le style de vie aussi qui doit attirer. C'est notre cuisine. On va peut-être. C'est le charme des Parisiens. Exactement. Du coup, moi, j'ai préparé une petite boîte à questions. Ouais. C'est très simple. En gros, on te donne une boîte à questions, tu pioches et tu réponds par ce que tu préfères. Vas-y, je t'en prie. Allez, je vais. Alors, acheter seul ou à deux barres. En fait, ça dépend si on est amoureux. Ça dépend de son projet de vie, voilà. Alors effectivement, de manière plus générale, forcément, on peut avoir plus de fonds pour acheter à deux. Okay. Mais tout dépend de son projet de vie. Après, tout dépend de la structuration aussi qui peut être choisie, notamment dans l'acquisition à deux. Par exemple, un couple qui veut acheter sa résidence principale, ce qu'on appelle concubin, donc non marié, non pacsé, ce serait peut-être intéressant au moins pour protéger l'autre sur cette résidence, de conclure un pax, couplé à un testament. Testament ou donation. Alors, donation, ça permet d'avantager pendant sa vie,
Ouais, donc le Anticiper. donataire, enfant ou autre, profite du bien pendant votre vie. Et le testament, c'est au moment du décès. Mais effectivement, il y a il y a pas mal de différences. Alors, il faut savoir que le testament, il peut être révoqué à tout moment. On peut l'aménager, on peut le modifier, on peut mettre beaucoup de choses. Mais c'est très difficile, je trouve, à aborder, parce que moi, je me souviens, avant notre mariage, par exemple, on avait abordé ce sujet qui est quand même très délicat, je trouve, de dire à son compagnon, mais je trouve que c'est indispensable d'en parler, tu vois, mais je trouve ça très délicat, malgré tout, quand t'es amoureux, que t'es bien, que t'es en bonne santé, et d'arriver à se dire, bon, faut qu'on pense aux 40 prochaines années, si jamais tu meurs, comment on fait, qu'est-ce que je récuse? Non, moi, c'est ça, vraiment. Et c'est une question que moi, me mettait très mal à l'aise à aborder avec mon cher et tendre. C'est vrai que la question de la mort, alors, moi j'ai été déformé professionnellement parce que je suis confronté à ça tout le temps, mais c'est vrai que c'est difficile à aborder avec ses proches. Ça doit être dur avec certains de tes clients. Déjà, il n'y aura pas psychologique à franchir. C'est entre avant d'aller voir le notaire. Mais il y a un pas psychologique, que ce soit avec le conjoint, parce qu'effectivement, on peut faire une donation dernier vivant pour aller au-delà de ce qui est prévu par la loi, ou avec ses parents, tout simplement. Parce qu'on voit des parents qui n'ont pas organisé leur succession et qui peuvent être source de problèmes. On fait une petite dernière, et puis après, on va s'arrêter là, même si on est... Il y a tellement de choses à dire et à développer, mais c'est... Alors, acte de vente avec 3 ex-maris impliqués ou succession à 8 héritiers en gare. Madame a bien vécu. Ça arrive de plus en plus, de toute façon, des couples qui des familles recomposées. Donc, mais oui, mais... Alors, il faut faire attention sur quand il y a des enfants de différents lits, il y a des protections à avoir aussi. Mais c'est les mêmes protections en soi, non? On peut adapter. D'un premier ou d'un troisième mariage? Non, parce que la loi, en termes de succession, n'est pas la même. Par exemple, quand on a des enfants d'un même mariage, le conjoint qui survit a une option, soit de récupérer en totalité en usufruit les biens de son conjoint dans la succession, soit un cas en pleine propriété. Cette option n'est pas possible quand on a des enfants d'un autre lit, d'un autre mariage. Mais on peut quand même aller plus loin avec ce qu'on disait tout à l'heure, la donation entre époux, où le conjoint survivant a plus de possibilités. Alors, il y a un risque que l'enfant lésé agisse sur au moment de la succession, mais c'est possible d'aménager certaines choses pour le conjoint. D'accord. C'est une sorte de testament, en fait, qui peut être révoqué à tout moment, etc. Mais c'est vrai que quand on a des ex-maris, il y a une dimension, je pense, plus psychologique aussi, avec de l'affect, alors que des héritiers qui sont en guerre, même qui sont dans le cadre d'une vente, leurs intérêts sont convergents. C'est de vendre dans les meilleures conditions le plus rapidement possible, justement pour mettre fin à une indivision. Donc, ils vont quand même... malgré... Il n'y a pas la notion affective. Il n'y a pas la notion affective. Donc, moi, par exemple, j'ai une vente où on a 32 héritiers. Wow. 32 vendeurs. Avec, au fur et à mesure des années, des nouvelles générations. Je crois qu'il y a 4 générations. Donc, effectivement, et ça amène à un autre sujet, c'est l'acquisition d'indivisions quand on fait des acquisitions ou avec des membres de sa famille ou quand on récupère des biens en succession. Par exemple, une maison de vacances qui est héritée, première génération avec les enfants, les enfants, ça va s'entendre bien. Après, il y a les petits-enfants, donc ils sont cousins, qui peuvent s'entendre, mais après, au fur et à mesure, on multiplie. Donc ça, c'est vrai que l'indivision a ses limites. Et c'est la raison pour laquelle on propose dans ce genre de cas, par exemple, de mettre en société, notamment dans une SCI, pour faciliter la gestion, et même les sorties de SCI, avec des sorties, des cessions de parts ou des rachats de parts par la SCI. Donc ça peut être aussi des stratégies patrimoniales à étudier avec son notaire. Franchement, c'est hyper intéressant, Hugo. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va mettre donc fin à ce podcast. En tous les cas, moi, j'ai adoré. C'était top. J'ai appris plein de choses. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que du coup, je trouve que tu vulgarises du coup le métier et on comprend beaucoup mieux les choses. Donc, j'espère que ce sera la même chose pour nos auditeurs. Je voulais te remercier d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer. C'est vrai que sur le métier de notaire
on l'a pas vraiment, on sait qu'on est obligé de faire appel à un notaire, mais des fois on connaît pas vraiment. Oui, c'est dur. Les clients ont une vraie réflexion sur le choix du notaire. C'est quelque chose de très très important. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, vraiment commentez. C'est le meilleur endroit pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Suivez-nous, abonnez-vous, likez. On est présent sur toutes les plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, et on sera ravis de vous présenter un nouveau format dans quelques semaines.